radio Kaura, radio Kurdo Badada, Hembre Enai, Topere Djego. Actu Débat. Actu Débat est une émission de débat sur la radio Kaoural tous les dimanches à partir de 9h. Actu Débat, ce sont des sujets brûlants de politique, d'économie, de société ou encore de culture. Chaque dimanche, Ismaël Confé et ses invités vous décryptent les sujets les plus marquants de la semaine au plan régional, national ou international. Actu Débat, c'est une émission qui vous permet de mieux comprendre le monde. Ismaël Confé et ses invités vous donnent rendez-vous ce dimanche à partir de 9h sur la radio au service de la communauté. Chères auditrices et auditeurs, bienvenue à votre émission de débat hebdomadaire consacrée aujourd'hui aux sujets nationaux et internationaux. Pour ce dimanche, nous aborderons 4 sujets dont le premier sera consacré à ce décret lu sur les antennes de la télévision nationale qui met fin aux fonctions du Premier ministre Apollinaire Joachimson de Tambela ainsi que les membres de son gouvernement. Le second sujet, les analystes vont se pencher sur le discours portant sur la date historique de la fête de l'indépendance, à savoir le 11 décembre prononcé par l'ex-premier ministre lors de la montée traditionnelle des couleurs. Le troisième sujet, nous le consacrons à cette note du ministre en charge des infrastructures qui annonce la démolition des ralentisseurs sur les grandes routes du Burkina Faso. Et enfin, le dernier sujet sera dédié à la libération de 11 figures politiques au Mali. Mais avant de développer tous ces sujets, nous recevons sur le plateau Amadou Sandou Diko. Bonjour et bienvenue. Merci Ismaël. Nous recevons aussi sur le plateau notre confrère Ismaël Joseph Batiounou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ismaël, bonjour à tous les auditeurs. Merci pour l'invitation. La mise en onde est assurée par Mamoudou Diallo et devant ce micro, je suis Ismaël Confé. Chers auditeurs, aujourd'hui nous n'aurons pas droit aux avant-propos. Nous allons partir directement avec les sujets, étant donné le nombre de sujets que nous avons abordés. Chers auditeurs, pour ce débat, aujourd'hui la phase des avant-propos sera consacrée à une thématique. Ainsi, sur les antennes de la télévision nationale, le SG du gouvernement et du conseil du ministre Mathias Traoré a lu le décret qui met fin aux fonctions du Premier ministre, Maître Apollinaire KLM de Tambela, ainsi que les membres de son gouvernement. Les ministres assure l'expédition des affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Je vais commencer par Amadou Sandou Diko. Êtes-vous surpris de cette fin de fonction du Premier ministre? Ok, merci bien Ismaël. Surpris, peut-être c'est trop dit. Bon, parce qu'avec les politiques, il faut s'attendre à tout et que c'est la gestion politique comme ça. Mais personnellement, moi, je voyais venir, mais peut-être que c'est une question de date et puis voilà. Mais surpris, je ne suis pas surpris. Ismaël Joseph Batiounou, êtes-vous surpris de cette fin de fonction du Premier ministre? Il faut dire que, pour être honnête, je vais emboîter les mêmes pas que le doyen qui venait de le dire. Comme moi aussi, je n'étais pas surpris, mais je me posais déjà les questions. Moi, je m'attendais depuis l'anniversaire de la venue au pouvoir de MPSR2. Je m'attendais au 22 septembre. Donc, je me disais qu'entre 22 septembre, maintenant 22 septembre, comme c'est pas ça s'est pas concrétisé, je me suis dit, bon, peut-être que c'est début de l'année 2025. Donc, c'est quelque chose que, disons, la plupart des Burkinabés avaient dans la tête, mais bon, on ne sait pas c'était quel jour et qui le Premier ministre allait céder son fauteuil à un autre Premier ministre. Oui, on s'attendait à cela, mais avec ce gouvernement, les voyants étaient ouverts lorsqu'on regarde les dernières, comment je veux dire, lorsque les ministres sont passés devant le président pour faire le compte rendu de leurs activités, tous les résultats étaient ouverts, il n'y avait aucun problème. Alors, lorsqu'on regarde on va dire, la fin de fonction du Premier ministre, est-ce que cela entre dans une ligne de vouloir entrer dans une sorte de réconciliation nationale avec les fils et les filles du Burkina, ou c'est juste une question politique? Amadou Sandou Diko.
Ok, merci bien Ismaël. Bon, moi je vais vous dire tout simplement qu'il y a eu quelques signes avant-coureurs, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que si vous avez suivi un peu depuis un bout de temps, le Premier ministre, même ses discours sont lus par ses représentants. Bon, je ne sais pas un peu quand même ce qu'il y a. Il est libre quand même de donner à qui il veut pour ses discours. Donc on ne le sentait pas trop sur le terrain comme ça, où on le voyait quand même très loquace. Et aujourd'hui, c'est un peu son environnement qui donne ses discours, ainsi de suite. Donc pour moi, cela m'a quand même un peu averti. Ensuite, le second signe que je dirais, et comme on l'a dit ici sur le plateau, c'est la première fois qu'un président quand même reçoit ministre par rapport au budget. Donc pour moi, peut-être qu'il voulait se rassurer. Par exemple, par rapport à ceux qui sont partants, est-ce que c'est vraiment bien fait? Est-ce que c'est comme ça, ainsi de suite? Voilà pourquoi. Mais bon, dans toutes choses, il y a des initiatives qu'il faut prendre, il y a des innovations qu'il faut apporter. Donc c'est un peu ça. Bon, des signes, il y en a un peu partout quand on suit l'actualité. Bon, mais je ne serai pas trop exhaustif, je vais m'arrêter là peut-être. D'accord. Ismaël Batuno, est-ce que là, c'est une nouvelle dynamique que tente d'insuffler le président du Faso? Oui, effectivement, vous l'avez dit. Est-ce que c'est une nouvelle dynamique? Moi, je répondrai oui. C'est une nouvelle dynamique que le président essaie d'insuffler un peu à ce gouvernement et aussi partant même pour le Burkina Faso. Donc, il faut se le dire. Il faut, comme le disait Monsieur Diko, il faut se dire également que le Premier ministre, Maître Apollinaire Kelemson du Tambela, c'est une personne qui ne savait pas garder les mots dans sa poche. Il n'avait pas sa langue dans la poche, comme on le dit. Mais voir à un moment donné ce Premier ministre, à un moment donné, qui ne prenait plus la parole, qui se contrôlait. À un moment donné, il y avait des sorties où on savait qu'il devrait parler, mais il ne prenait pas la parole. Il n'était plus comme avant sur le terrain, on ne l'attendait plus parler. Tandis que c'est l'homme, avant d'être Premier ministre, on l'a connu sur les plateaux de débat. C'est quelqu'un qui n'a jamais sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui ne peut pas laisser son discours prononcé par quelqu'un d'autre. Le connaissant homme de parole sur les plateaux, qui aimait les débats, qui se laissait aller, voir ce dernier-là s'asseoir et puis les autres prononcent son discours à sa place, il prend la parole à sa place. Donc on se disait qu'à un moment donné, le monsieur sentait quelque chose venir, ou bien il avait déjà l'information, seulement qu'il se préparait psychologiquement à laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc pour dire, c'est effectivement un nouveau souffle que le gouvernement et le président est en train d'emporter. Peut-être qu'on va venir sur la nomination et autres, mais c'est un nouveau souffle qu'il est en train d'apporter. Ok, je termine sur ça, s'il vous plaît. Bon, je crois que le Premier ministre, pour être franc avec vous, il a annoncé lui-même son départ. Parce que je pense bien, en tout cas si je l'ai compris, vous avez vu, il a donné une interview où il disait que lui, il est partant pour que le président supprime le poste de Premier ministre et qu'il légifère même par ordonnance, ça ne le gêne pas. Ça, il l'a dit. Ouais. Donc, je pense bien que c'était la conclusion sur son départ. Comme ça. Merci. Nous avons déjà un Premier ministre qui a été nommé à la personne d'Emmanuel, le porte-parole et le ministre en charge de la communication. Mais déjà, lorsqu'on va faire un bilan assez bref, quel serait votre bilan, Amadou Sandé Diko, de ce gouvernement? Bon, ce gouvernement, en tout cas, à ce que je sache, aucun scandale n'a éclaté dans ce gouvernement, si j'ai bonne mémoire, autant pour moi. Donc c'est déjà quelque chose. Et je pense que quand même, avec l'allure à laquelle le président du Faso a voulu que les gens mouillent le maillot, chacun a fait ce qu'il peut, ce que je pense. C'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir la même dynamique quand même dans cette histoire, mais bon, en tout cas, à ce que je sache, moi je pense que chacun quand même a mouillé le maillot. Alors bravo à eux et puis on souhaite à la nouvelle équipe aussi. Ismaël Batuno, votre bilan? Oui, moi mon bilan, il faut dire comme tous les Burkinabés, on trouve que ce gouvernement a beaucoup travaillé. Je prends sur le plan de l'agriculture aujourd'hui, sur le plan de l'agriculture, le ministre de l'agriculture, le commandant Sombier a battu, il a fait, comment on appelle ça,
un gros travail avec son équipe aujourd'hui. Voir le Burkina Faso, les récoltes pour la saison humide provisoirement, on se retrouve avec 6 millions de tonnes, avec soit 18,07% que l'année antérieure. Au-delà du ministre de l'Agriculture, celui, je vais dire, du commerce, on le voit à chaque moment sur le terrain, des boutiques fermées par-ci et là, des commerçants interpellés, des commerces qui ont été scellés. Aujourd'hui, c'est ce que nous attendons, c'est ce que le peuple burkinabé attend aujourd'hui. On a vu celui de l'économie et des finances qui fait son bilan, on trouve que c'est satisfaisant. Au-delà de ça, celui de la fonction publique, Bassolma Bazier, on a vu également les concours qui ont été effectifs et les résultats ont été connus à partir de septembre. C'est ce qu'on attendait au fait. Je vais dire quoi encore de plus, celui ça me saute un peu déjà de la tête, mais il faut dire que le gouvernement, en quelque sorte, ils ont tous mouillé le maillot, que ce soit le Premier ministre et le reste du gouvernement. Je voulais terminer par celui de la justice. On a vu l'affaire de détournement de 3 milliards à l'action humanitaire. On n'a pas attendu, comment on appelle ça, un long moment pour débuter le procès. C'est quelque chose qui se faisait dans ce pays, mais à un moment donné, ça ne sortait pas. Mais déjà, le président a annoncé qu'il y a eu des détournements de fonds au niveau de l'action humanitaire. Et à un moment donné, on a vu le procès, même si le procès n'a pas encore pris son envol à 100%, eu regard de, comme on appelle ça, la santé de l'accusé et bien d'autres aspects. Mais aujourd'hui, on est satisfait d'appartenir à ce pays, de voir que à chaque moment, les choses essaient d'avancer, ne serait-ce que un peu, même si c'est à pas de caméléon, ça avance, contrairement à certains gouvernements qu'on a connus où des ministres s'achetaient des véhicules de 96 millions et j'en passe, voilà. Merci beaucoup Ismaël José Batuno. Nous allons toujours continuer le débat avec bien sûr, Premier ministre, qui, lors de la traditionnelle montée de couleur, on va dire le début du mois, a tenu un certain propos sur la pertinence du choix de la date de la célébration de la fête nationale, à savoir le 11 décembre. Nous allons juste suivre un extrait de son propos et nous allons ensuite revenir en débat. Bientôt, ce sera le 11 décembre. C'est un jour férié au Burkina Faso. Pourquoi est-ce un jour férié? Parce qu'à une certaine époque, les autorités ont estimé que le 11 décembre marque une date importante dans l'histoire du Burkina Faso. L'indépendance du pays a été proclamée le 5 août 1960. Pourquoi alors célébrer encore l'indépendance le 11 décembre? Il convient de reconnaître que le 5 août tombe en pleine saison pluvieuse. Il est donc difficile d'organiser des festivités soutenues pendant cette période. Raison pour laquelle peut-être les festivités auraient été reportées au 11 décembre. Mais pourquoi le 11 décembre et pas une autre date? Voilà la question que beaucoup se posent secrètement sans toujours en avoir la réponse. Le 11 décembre 1958 est le jour où, à l'unanimité, l'Assemblée territoriale a proclamé la République de Haute-Volta et choisi le statut d'État autonome, membre de la communauté franco-africaine. Le même jour, l'Assemblée a aussi décrété le 11 décembre fête nationale. Un an après, le 11 décembre 1959, l'Assemblée territoriale se proclama Assemblée nationale de la République. Les territoires d'outre-mer obtenaient ainsi une certaine autonomie interne. C'est dans ce cadre que l'Assemblée territoriale de Haute-Volta a pris la décision symbolique 11 décembre 1958. Et depuis, le 11 décembre est devenu le jour de la fête nationale. De la loi cadre de Gaston Defferre, il s'agissait de mettre en place un dispositif visant à faire émerger dans chaque territoire colonial des élites africaines dociles, susceptibles de devenir des agents et des défenseurs locaux des intérêts de la France. Sous cet angle, le 11 décembre ne marque pas une date de rupture pour un nouveau départ, mais une date d'évolution dans le cadre des perspectives déterminées par le colonisateur.
Alors, Amadou Sandou Diko, quelle est votre appréciation de cette sortie de l'ex-premier ministre? D'accord, Ismaël, merci bien. Bon, je reviens un peu en arrière par rapport à ce que mon beau venait de dire. C'est vrai que l'histoire des 3 milliards, c'est un scandale que j'avais omis. Vraiment, c'est un scandale du siècle pour ce pays. Mais il ne faudra pas oublier que la pauvre dame, ma soeur, elle s'est battue quand même dans son département. Et je lui tire mon chapeau. Mais bref, donc pour revenir un peu au propos du Premier ministre, comme lui-même il l'a dit, bon, par rapport au 11 décembre, comme il l'a dit, après la loi cadre de Gaston Defferre en France, mais le processus de l'indépendance a commencé ainsi. Et quand on est arrivé le 11 décembre 58, c'était la proclamation, comme il l'a dit encore, de la République. Et la proclamation de la République, quand même, c'est pas anodin, c'est quand même important pour un pays. Voilà. Ensuite, on est allé au 15 mars 59 et on a quand même proclamé, comme on dit, on a adopté la première constitution de régime de type parlementaire. Donc, c'est une question de processus. Mais effectivement, quand on est arrivé au 5 août 60, on a proclamé l'indépendance. Mais comme il l'a dit lui-même encore, et imaginez-vous, même 5 août aujourd'hui, dans notre pays, à plus forte raison, 5 août 1960. Bon, si on regarde les statistiques de la météo, il paraît que le 5 août 60, de 1er au 10 septembre, tous les jours, il a plu. Tous les jours, il pleuvait. Donc, effectivement, on ne pouvait pas quand même faire les festivités, et mieux, les paysans étaient quand même dans les champs. Voilà, les pistes aussi étaient praticables, pratiquement. Donc, on a voulu, moi, je pense que quand même économiser même en cumulant les deux fêtes, le 5 août et le 11 décembre, ça nous permet, au lieu de fêter, par exemple, le 5 août, ensuite revenir fêter le 11 décembre. Donc, et le 11 décembre, tout le monde sait, bon, c'est quand même la période où il est propice, il fait frais. Ensuite, les pistes sont dégagées, les récoltes sont abondantes. Bon, et chacun n'avait plus la tête tournée par un problème quelconque quand même à son temps. Moi, je pense que c'est des dates qu'il faut quand même retenir. C'est une question de processus qui a marqué quand même notre pays. Voilà. Et on a même fêté, je pense, une année où on a fait la création de la colonie de Haute-Volta en 1919. Donc, si la colonie même n'était pas créée à partir de cette date, bon, on allait exister comment ? Je ne dirais pas que le Burkina n'allait pas exister, bon, mais en tout cas, toute chose, il faut un début. Et c'est l'État la marque ainsi de chaque période bien donnée. Donc moi, à mon humble avis, je pense bien que le 11 décembre, il faut continuer quand même à la fêter. D'accord. Ismaël Joseph Batounou, êtes-vous d'avis avec Amadou Sandou Diko? Contrairement à mon boss sur ce plateau, moi je ne suis pas d'avis. Voilà. Parce que moi je pense que dans ce pays, on a assez de jours fériés. Assez de jours fériés, le contribuable paye les fonctionnaires qui se retrouvent avec assez de jours fériés. On a le 5 décembre qui est jour férié, le 11 décembre. Le 5 août le 5 août, je vais dire. Le 5 août, c'est la date de l'indépendance du Burkina Faso. Voilà, proclamation de l'indépendance et c'est jour férié. Le 11 décembre, au lieu de jour férié, on va se retrouver peut-être avec combien de jours pour quand on veut faire les grandes festivités, ces personnes qui vont se déplacer et autres. Donc, on se retrouve également avec le 11 décembre, jour férié. On va se retrouver avec le 30 et 31 octobre comme jour férié, assez de jours fériés dans ce pays. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand on essaie d'adopter autre dynamique, essayer de changer les choses, moi, je pense qu'il va falloir ramener le 11 décembre. Je ne dis pas le 11 décembre, effectivement, comme le Premier ministre l'a dit, comme l'a dit également mon boss sur ce plateau, c'est une date qui a marqué l'histoire de notre pays. Mais à un moment donné, il faut essayer de décaler un peu. Moi, je pense qu'on peut ramener le 11 décembre au 5 août et commémorer une fois pour toutes l'indépendance de notre pays. Quand on sait bien même qu'on n'est pas indépendant à 100%, donc il va falloir qu'on arrête de célébrer, de marquer une pause pour dire proclamation le 5 août et puis aller fêter le 11 décembre. Mais c'était à 1960.
de 1960 à 2024, le bulletin météorologique a changé. Cette année, en août, il n'y avait pas assez de pluie. En août, même pratiquement, il n'y avait pas de pluie. On a connu les grosses pluies, c'est après août. Mais donc, moi, je pense qu'on peut essayer de ramener au 5 août pour commémorer une fois pour toutes l'indépendance. C'est vrai que le 5 août, c'est la période à laquelle les paysans sont dans les champs, ils cultivent et autres. Mais cette année, à un moment donné, au Burkina, l'indépendance n'est plus ce qu'on avait pour les années antérieures. On demande à ce que les régions essaient d'organiser quelque chose dans les chefs-lieux de région et essayer de faire sous forme d'une plaque tournante. Mais ce n'est pas quelque chose qui va réunir tous les paysans. Donc moi je trouve qu'à un moment donné, il faut essayer de reculer et de redynamiser les choses. D'accord. Et Amadou Sanodiko, lorsqu'on écoute le Premier ministre, est-ce que c'est une tentative de clarifier le 11 décembre où il se situe dans une logique de vouloir à ce qu'on trouve une autre date comme le souhaite Ismaël Joseph Bationo? Bon, comme a dit mon beau, moi, intégrer les dates pour fêter une fois pour toutes n'est pas un problème. Ça, c'est vrai. Ça permet de réduire, comme je l'ai dit déjà, les dépenses. Ensuite, un peu permettre à l'administration d'avoir le temps, donner le temps à l'administration pour fonctionner. Ça, c'est pas un problème. Mais, et puis, ce que je dis, honnêtement, quand vous regardez les fêtes nationales que notre pays fête, au-delà du 5 août et du 11 décembre, je ne vois pas. Par contre, c'est d'autres engagements. Comme il l'a dit, moi-même je suis d'accord sur le fait que vraiment il y a trop de fêtes chômées. Excusez-moi, hein, les confessions religieuses, toutes tendances confondues, on a pratiquement près de 9 à 10 jours qu'on fête dans l'année. Pour les confessions religieuses, toutes tendances confondues. Suivez-moi et vous allez comprendre un peu qui a combien si vous faites le demande. Ensuite, vous avez un peu les événements nationaux comme le 3 janvier. Par exemple, depuis 1966. Bon, vous avez par exemple cette date. Vous avez aussi les 8 mars. Si vous regardez un peu dans la sous-région, je ne suis pas contre les femmes. Hein. Personnellement, il n'y a rien. Mais si le 8 mars, par exemple, doit se résumer au Djandjoba, je crois que cette journée n'a pas son sens. Mais maintenant, si c'est une journée où il faut magnifier la femme, montrer par exemple que les femmes ont un rôle à jouer dans la société, à l'image de Gimbi Ouattara, à l'image de la princesse Yenega, là je suis d'accord. Mais on voit, en tout cas moi personnellement, ce que je constate le 8 mars, le Djandjoba domine sur tout autre. Donc, et quand vous regardez dans la sous-région, et sauf erreur de ma part, que le Ghana, que je ne connais pas très bien, aucun pays de la sous-région ne fête, qui nous entoure ne fête le 8 mars. Je dis bien, je ne suis pas contre, voilà, mais c'est une question d'idée. Il faut en débattre parce que vraiment, on a plein de jours fériés. J'ai fait le décompte, par exemple, des jours fériés. Quand vous prenez l'année au Burkina, plus samedi et dimanche, nous avons près de 120 jours dans l'année. Qu'au Burkina, on ne travaille pas. Et l'exemple le plus patent cette année, par exemple, je crois que le mois de novembre, là, du 1er novembre, on a eu 4 jours d'affilée, l'administration est fermée. Le 31, le 1er, samedi, dimanche. Imaginez-vous, un pays qui fonctionne 3 jours sur 7. Bon, quelles sont les pertes que nous avons encourues? Donc, il faut vraiment poser le débat. Moi, je suis partant dans ce sens. Il faut vraiment poser ce débat. Donc, quand vous regardez un peu, si c'est vraiment de manière générale, il faut revoir ça, parce que nous avons vraiment beaucoup de jours. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais quand vous regardez nos fêtes de l'indépendance, il n'y a que 2 fêtes. À part le 5 et le 11, et mieux encore pour votre gouverne. Par exemple, quand une fête nationale ou une fête religieuse tombe sur un dimanche, le lendemain est chômé. Donc il faut tenir compte de tout ça là, pour dire que ce que j'ai dit, les 120 là même dépassent à un certain moment. Donc moi je suis d'accord vraiment qu'on pose le débat sur quand même le nombre de jours qu'il faut chômer réellement et qu'il ne faut pas chômer pour que les gens puissent travailler. Juste une remarque avant de terminer. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, au Japon, ils ont décrété 10 ans sans grève. Une décennie sans grève. Les gens devaient se sacrifier pour relever quand même le défi. Et où en est-on aujourd'hui avec le Japon? Je vous remercie. Une puissance mondiale. Ismaël Joseph Bationo, est-ce que c'est possible aujourd'hui de changer la date de la fête nationale à l'image, comme l'a fait Thomas Sankara avec l'hymne national,
ou encore le nom du pays. Oui, c'est possible. On a été capable de dire aujourd'hui, on arrête avec la devise qui est unité, progrès, justice, on adopte la patrie ou la mort. On a été capable de revoir la constitution, de ramener certains noms dans le nom des familles où il fallait déterminer le nom de la femme en l'appelant par un autre nom, le nom de l'homme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. Dans cette dynamique, quand on essaie d'amener, comment on appelle ça, une révolution, la révolution doit être sur tous les plans. La révolution ne doit pas aller d'un côté et sur l'autre côté. Donc moi je trouve aujourd'hui, si on a changé tout ce que je viens de citer là, c'est capable de ramener la date de l'indépendance. Et moi c'est en ça que je retrouvais, comment on appelle ça, le Premier ministre, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche, comme j'aime le dire. Et j'ai écouté ce discours, je me suis dit ouais, il essaie d'interroger le gouvernement, il essaie d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce 11 décembre que nous fêtons chaque jour. C'est vrai qu'on dit on est indépendant, mais moi je me pose toujours la question sur notre indépendance que nous gaspillons des millions et des millions à fêter chaque année. Merci bien Ismaël Joseph Batounou. Nous revenons juste après cette petite virgule. Alors, nous poursuivons toujours le débat sans transition. Nous orientons à présent le débat sur ce thème qui concerne la circulation routière. En effet, dans une note en date du 3 décembre 2024 adressée au gouverneur de région, le ministère burkinabé en charge des infrastructures annonce une campagne de démolition des ralentisseurs de vitesse sur les axes bitumés. Alors, je m'adresse à Amadou Sandou Diko. Les raisons évoquées pour cette campagne sont le nombre des accidents dus à des ralentisseurs hors normes et aussi l'impact de ces ralentisseurs sur l'état des engins. Quelle est votre appréciation sur ces raisons qui sont données, surtout dans le contexte où on pense que les gendarmes couchés ou encore les ralentisseurs sont un frein aux accidents? Ok, merci bien Ismaël encore une fois. Bon, en ce qui concerne vraiment les gendarmes couchés, les casus à dos d'âne, comme on le dit, partout les ralentisseurs. Bon, bref, ça c'est vraiment ce que a dit ce qu'a dit le ministre, c'est vrai. Parce que dans tous les cas, celui qui a inventé les gendarmes couchés, excusez-moi, des ralentisseurs, je préfère ce terme, voilà. Celui qui a inventé les ralentisseurs, l'objectif c'était vraiment d'éviter les circulations, les excès de vitesse. Voilà, pour permettre aux gens, comme son nom l'indique, de ralentir à un certain moment et de repartir quand même sereinement, si on peut dire ainsi. Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, nous, dans notre pays? En fait, l'idée des gendarmes, des ralentisseurs qui se pose comme problème, c'est un peu, comme on le dit, quand l'État ne joue pas son rôle, la société, puisque comme on le dit, la politique, c'est la gestion de la cité. Les hommes s'organisent pour faire face à leurs problèmes. En fait, donc quand vous prenez là où les gendarmes couchés posent problème, c'est généralement sur les routes non bitumées, où les commerces jalonnent tout le long de la voie et où l'excès de vitesse crée la poussière. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent eux-mêmes les ralentisseurs pour pouvoir quand même se protéger de la poussière et préserver, quand même, protéger leur commerce. Donc, et si là, l'État n'intervient pas vite, bon, c'est là où on assiste vraiment à des scandales. Mais si on fait aussi des ralentisseurs, comme disait quelqu'un hier, il dit un ralentisseur quand même à 40 cm d'épaisseur ou bien de hauteur. Bon, je pense que ça c'est vraiment, c'est des chevaux debout. Ça, ce ne sont plus des ralentisseurs, mais c'est des chevaux debout. Donc, je crois toute raison gardée. Et je crois que quand même, l'État aussi doit quand même, comme j'aime toujours le dire, sévir à un certain moment donné. Voilà, que les routes soient placés, les ralentisseurs soient placés là où il le faut et dans les normes. Et ensuite, ceux qui font les gendarmes couchés anarchiques là, en fait, tout le problème c'est à ce niveau. Sinon, si c'est une route qui est construite dans les normes, le problème ne se pose pas. Mais il y a des gendarmes, quelqu'un décide devant sa porte, et peut-être il a les moyens et lui, mais il se fait son gendarme couché. Mais là, c'est anarchique. Parce que les gendarmes couchés aussi ont une dimension, ou bien ont à une distance d'un gendarme couché à un autre qu'il faut respecter. Donc, au lieu à ce moment de préserver, comme on le dit, d'éviter les accidents, vous créez effectivement les accidents. Moi, j'ai vu pour une petite boutade, et j'ai quitté Gawa pour Batié. Je suis venu tomber sur un gendarme couché. Tu sais comment ils font là-bas les gendarmes couchés? Ils arrachent tout un tronc
qu'on pose et on pose le sable, de la terre là-dessus. Donc, vous voyez un peu, ça, c'est vraiment des chevaux debout, comme je l'ai dit, pour un peu, c'est une boutade. Donc, voilà un peu, c'est cette anarchie-là, quand même, qu'il faut éviter. Je pense bien. Sinon, une route dans les normes, bitumée dans les normes, les gendarmes couchés doivent respecter les normes et puis les choses doivent aller dans le bon sens, quoi. Merci bien. Et justement, sur cette question, hier, les agents du ministère en charge de l'agriculture ont précisé les types de ralentisseurs qui sont concernés. Il s'agit notamment, comme le soulignait Amadou Sandou Diko, ce sont les ralentisseurs de type Dodan. Mais Ismaël Jobatounou, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos villes, les collectivités sont capables de réguler ce phénomène dont faisait cas Amadou Sandou Diko, à savoir l'érection des ralentisseurs sur certaines routes en secondaire, par exemple dans les quartiers ou encore même sur les grandes routes ou encore devant les portes lorsqu'on voit certains types d'accidents. Est-ce que les collectivités sont capables de sévir? D'accord, merci bien à vous, monsieur Confé, pour la question. Déjà, il faut se dire que dans notre pays, il y a des personnes qui ne font pas leur travail. Donc, quand le travail n'est pas fait et la population essaie elle-même de faire ce travail, c'est là que cause le problème sérieux. Quand vous prenez, par exemple, des collectivités qui ne sont même pas capables de mettre des panneaux de signalisation à des stops, comment on appelle ça, bien précis, ou bien de mettre des panneaux de signalisation parce qu'il y a certains, comment on appelle ça, ralentisseurs dont les panneaux n'existent plus, de refaire ces panneaux, ils ne le font pas. Donc, il faut se dire que c'est compliqué. Aujourd'hui, voir des personnes qui viennent placer eux-mêmes les dos d'âne sur peut-être une voie publique, une voie bitumée. Moi, je trouve aujourd'hui que ces personnes sont à traduire en justice. C'est de l'assassinat. Parce qu'on ne peut pas mettre des ralentisseurs la nuit et puis un bon matin, tu te lèves, tu pars au service, tu ne t'en rends pas compte, tu tombes là-dessus. C'est de l'assassinat. Ces personnes doivent être poursuivies pour, comment on appelle ça, pour des meurtres. Maintenant, à votre question, il faut se le dire. Aujourd'hui, quand vous prenez nos collectivités, en général, c'est la mairie, n'est-ce pas? Mais est-ce que la mairie même n'a pas encore fini de régler ces problèmes? Ce n'est pas des problèmes dans des quartiers que la mairie va résoudre. Donc, il faut se le dire aujourd'hui, il y a dans certaines localités, la mairie ne fait pas son travail. La mairie est là juste pour collecter les impôts avec la police qui est la police municipale pour s'arrêter au feu pour récupérer de l'argent. Le citoyen lambda. Mais aussi réguler la circulation. Non, soyons honnêtes. Il y a dans certaines villes du Burkina Faso, la mairie n'est pas là pour réguler la circulation. Si la mairie veut réguler les choses, je vais parler de la police municipale. S'ils veulent réguler la circulation, ils ne vont pas se cacher derrière les panneaux de stop. Quelqu'un qui veut réguler la circulation s'arrête au feu. Aujourd'hui, il faut se le dire, c'est moi je vais dire des collectivités aujourd'hui qui ne sont pas capables de faire le travail. Donc aujourd'hui, s'il faut réellement faire son travail comme il se le doit, moi je pense qu'aujourd'hui aucune personne n'allait se lever, ériger, comme on appelle ça, des gendarmes couchés, que ce soit dans les 6 mètres et même dans comment on appelle ça, sur la voie publique. On a vu des 6 mètres dans des virages, tu prends le 6 mètres automatiquement, voici comment on appelle ça, un ralentisseur sans comment on appelle ça, sans panneau de signalisation. Et comme l'a dit mon beau sur ce plateau, quand vous prenez les ralentisseurs, tu vas te rendre compte qu'il y a des ralentisseurs qui ont plus, l'épaisseur même dépasse déjà 40 cm. Mais ça c'est de l'assassinat. On peut pas se le permettre de le faire. Prenez même dans la ville de Dori, vous verrez ces gens des ralentisseurs dans la ville de Dori ici. Voilà. C'est pas moi je vais vous l'apprendre, mais ces ralentisseurs existent ici. Et vous, quand vous sortez, quand vous promenez dans la ville de Dori, indiquez-moi, c'est où vous avez vu, comment on appelle ça, un agent de la sécurité de la mairie qui est arrêté pour réguler la circulation. On a vu des enfants mais qui peinent à traverser. Souvent les matins, quand je viens au service, je suis obligé de m'arrêter au feu pour aider certains enfants à traverser. Puisque je suis vers le marché, vous verrez que vers le marché, tout le monde circule au hasard. Chacun, comme on le dit, chacun est dans son chacun. Et comme on a des grosses motos dans notre ville ici, chacun roule sans calculer.
Donc, je trouve qu'à un moment donné, on va enlever ces dos d'âne-là, c'est vrai, comme on l'a dit, mais il y a accès de choses qui seront derrière ces dos d'âne. Il faut une vraie sensibilisation. Il faut que chacun se mette dans la tête que je dois faire mon travail pour ce dont je suis payé. D'accord. Merci bien, Ismaël Joseph Batiano. Amadou Sandodiko, une dernière question sur ce sujet. Est-ce que aujourd'hui, la commune de Dori est capable de vivre sans ralentisseur sur les routes? Dans les normes, normalement, Ismaël, une route doit être faite de telle sorte que les gens puissent circuler sereinement. Donc, si normalement les ralentisseurs s'imposent, mais il faut les poser. La commune de Dori ne peut pas s'excuser par rapport à ça pour dire que non, ici, bon, si en tout cas ça l'exige, par exemple, quand vous prenez la RN3, et vous voyez un peu au niveau de la gare de Sahel, vous voyez, il y a un ralentisseur. Je ne connais pas trop la dimension que les ralentisseurs respectent, hein, mais quand vous prenez ça, après ce ralentisseur, vous n'avez plus de ralentisseur jusqu'à peut-être vers la sortie de Dori. Maintenant, il y a des zones sensibles, même si la dimension, comme on le dit, la distance, quand même doit être respectée, il y a des zones très sensibles où on doit penser à ça. Parce qu'il y a une affluence des êtres humains. Voilà, je ne plaide pas pour la mosquée, hein, mais je me suis dit, par exemple, un vendredi, imaginez-vous dans la zone de la grande mosquée de Dori, et que c'est un jour aussi du marché de Dori, et que les gens de roule à tombeau ouvert là-bas, mais l'accident est inévitable. Voilà. Dans les zones, par exemple, aussi, l'entrée des écoles, par exemple, quand vous prenez vers la météo là, bon Dieu, mais je pense bien, si je ne me trompe pas, et il y a un ralentisseur là-bas. Donc, quand le besoin s'impose, je crois qu'il faut le faire quand même. Sans, on dit la loi est une chose, son application est autre chose. Donc, on n'est pas forcé de respecter forcément parfois les distances, vu les enjeux du moment et à un lieu T. Moi, je pense bien. Donc, voilà pourquoi, en tout cas, on ne peut pas s'en passer des ralentisseurs. Voilà. Même s'il y a des lois, il y a des normes à respecter par rapport à ça, il faut tenir compte aussi de l'influence de certaines zones où il faut poser ces ralentisseurs. Oui, en fait, moi je pense que dans la ville de Dori, si on enlève ces ralentisseurs, il y aura assez d'accidents. Beaucoup d'accidents, parce que avec ces ralentisseurs, tu vas voir quelqu'un qui vient à tombeau ouvert, qui tape sur ces ralentisseurs et il continue son chemin. Donc aujourd'hui, si on enlève ces ralentisseurs, ce serait très compliqué. Quelle alternative alors? Mais l'alternative aujourd'hui, pour enlever ces ralentisseurs, il va falloir qu'on essaie de mener une grande sensibilisation. Mais au-delà même de cette sensibilisation, moi je pense que la police municipale doit sortir sur certaines routes pour rappeler à l'ordre. Parce qu'on est dans une ville. Et je pense que la limitation de vitesse compte dans la ville. Voilà. Parce que je sais que dans une ville, logiquement, la collectivité pose ce qu'on appelle la limitation de vitesse. Il y a dans certaines villes, c'est 60 km à l'heure, 50 km et dans l'agglomération et autres. La limitation, c'est la collectivité souvent qui détermine le nombre de vitesses qu'on exige dans notre collectivité. Mais je pense qu'à Dori, ce n'est pas le cas. Vous verrez un jeune qui met les casques et il se permet ce ne sont pas les petites motos, les grosses motos, et quand il démarre, c'est à tombeau ouvert. La personne a dit, c'est pas son problème. Et il faut se le dire aujourd'hui, il va falloir qu'on arrive à interpeller cela. C'est vrai qu'il y a comment on appelle ça, certaines personnes de ceux qui étaient censés nous comment on appelle ça, nous protéger, et ces personnes également mettent nos vies en danger. Et il faut sortir, vous allez voir. Tu vas voir la personne, il vient en pleine vitesse. Et même c'est un virage. Il y a un qui a failli même se retrouver dans les caniveaux, juste à côté du rond-point du cheval et autres. Tellement il était en vitesse, il a pris virage, il a presque raté. Je dis, bon, on ne peut pas construire le monde avec ce genre de comportement, monsieur. Merci bien, Ismaël Joseph Batiano. Terminons notre débat d'aujourd'hui par ce sujet sur le Mali. En effet, le 5 décembre 2024, les 11 leaders de partis politiques arrêtés le 20 juin dernier ont été libérés après une détention de 5 mois pour atteinte à l'ordre public. Je m'adresse à Amadou Sandodiko. Est-ce que cette libération sonne comme une décrispation de la sphère politique du Mali? Ok, Ismaël, moi je salue quand même cette libération, honnêtement. Parce que la détention, c'est l'exception. La détention, c'est vraiment l'exception. Voilà, la liberté de l'homme, là, elle est sacrée, même si quand même
On ne peut pas être libre, comme on dit, à 100% parce que nous sommes en société. Et comme disait un penseur, ta liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Bref, donc, et comme on dit, c'est des leaders politiques. C'est dit qu'ils sont arrêtés pour leurs délits politiques, pour des délits politiques. Si c'était à l'ordre public. L'ordre public qu'on dit là, c'est une question d'animation qui a amené ça. Voilà, puisque quand même le politique, si on lui dit, il ne tient pas les meetings, il ne tient pas les conférences, alors que la loi même les permet de l'animation de la vie politique. Ils sont même payés pour ça. On leur donne même l'argent. Les partis politiques se partagent l'argent pour animer la vie politique. Et dans l'animation de la vie politique, les meetings font partie, les réunions font partie, et ainsi de suite. Donc, et comme on le dit, c'est des leaders politiques. Moi, je pense qu'il faut respecter les opinions des gens. Voilà. Aucune idée n'est saugrenue. Donc, pour moi, réellement, et je salue cette libération. Et je pense que dans tous les cas, c'est vrai, il y a des politiques très véreux, voilà, qui sèment du désordre. Mais il y a aussi des politiques, quand même, qui jouent leur rôle politique, comme on le dit. Donc, c'est à l'État de faire la part des choses entre l'ivraie et le bon gré. Merci. Merci bien. Ismaël Joseph Batuno, est-ce que cette libération peut être le canal d'un dialogue entre les dirigeants actuels du Mali et les partis politiques? Oui, c'est déjà, comment on appelle ça, le chemin déjà emboîté. Le chemin a été déjà emboîté depuis la nomination du général de division Abdoulaye Maïga. Voilà, à l'issue de sa nomination avec le gouvernement qu'il a eu à concocter. Et après la rencontre avec le président Assimi Goïta, qu'est-ce qui a été demandé? Il a été demandé de préparer les élections à venir. Alors, pour préparer ces élections, on ne peut pas priver la liberté des autres en voulant préparer des élections. Donc, il faut, à un moment donné, comment on appelle ça, permettre à ces hommes politiques-là de retrouver leur liberté. Question de pouvoir maintenant parler des élections. Je vais revenir un peu sur la libération de ces 11 personnalités. Il faut se le dire, moi j'applaudis parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui n'a jamais vu sa liberté, comment on appelle ça, se voir privé de sa liberté, qui ne sait pas que la liberté est très importante. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui a sa liberté privée, même que ce soit les prisonniers, comme moi je vois ces personnes, en fait j'ai un pincement du cœur parce que c'est compliqué de se retrouver dans une boîte de sardines où tu vois même pas le soleil. Aujourd'hui, avoir cette liberté, voir ces hommes politiques là qui ont été arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions, entre griffes, c'est dans l'exercice de leurs fonctions que ces personnes ont été interpellées. Aujourd'hui, les voir les choses libres, moi j'applaudis l'idée de l'initiative du président Assimi Goïta et aujourd'hui de voir que les élections sont en train d'être préparées, ce dont réclamait le ministre déchu Choguel Kokala Maïga. Aujourd'hui, je trouve que c'est une très belle initiative que le président Assimi Goïta est en train de poser. Mais à cela ne tienne, il faut, avec les hommes politiques, il faut avoir les yeux aussi derrière la nuque pour s'attendre à tout. Merci bien. Donc, Amadou Sandou Diko, lorsque vous regardez aujourd'hui la scène malienne, est-ce que avec la crise sécuritaire, on est réellement prêt à aller vers les élections? Lorsque vous faites une petite analyse. D'accord. Donc, je reviens un peu en arrière pour vous dire vraiment, détenir les hommes politiques n'en rime à rien. Voilà. C'est comme je l'ai dit, il faut faire la part des choses entre vraiment les bons politiques, les bons partis qui sont là pour défendre des opinions, proposer leurs projets à la société. Parce que quand vous avez vu, je donne un exemple, Mandela a été enfermé pendant 27 ans, ça donnait quoi? Ok? Il a fini par diriger le pays. Laurent Gbagbo, mon professeur, il a été quand même embusté pendant combien d'années? Il a fini par diriger le pays. Donc, les exemples sont légion pour dire que vraiment emprisonner les hommes politiques, ça ne rime à rien. Je crois qu'il faut quand même, ils ont raison de défendre quand même. C'est leur travail aussi. Voilà, comme disait Babo, c'est leur travail de faire la politique. Bref, donc comme tu disais à ta question là,
est-ce que ça peut aller... Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous observez la scène politique malienne... Organiser les élections à aller aux élections? Ok, vraiment, il faut reconnaître que là où se trouve le Mali, si les informations distillées sont bonnes, il faut reconnaître que le Mali, c'est 5 fois le Burkina. Voilà. Avec autant de population. Plus d'1 million de kilomètres carrés. Voilà, c'est ça, j'ai dit 5 fois près de 1 million 200 000. Alors que le Burkina tourne autour de 274. Même les 4 000 là où on nous a retirés. Bref, ça c'est une autre histoire qu'on va revenir qu'on a après. concédé au Non, bon, écoute, on peut en revenir après. Donc, pour les enfants, il faut corriger. Hein. Le Burkina actuellement fait 270 000 kilomètres carrés. La bande de l'Agaché est partie. Bref, ça c'est une autre histoire, on en parlera. Donc, pour vous dire vraiment, honnêtement, c'est pas facile. Parce que l'expérience a montré aussi, quand les élections sont mal organisées, vraiment, les militaires là vont toujours revenir. Donc, moi, je ne sais pas. Il faut vraiment du génie aux Maliens, s'asseoir, discuter, même s'il y a des zones partiellement où on peut organiser et voir comment les autres zones aussi, on va en venir. Parce que là où les hommes s'asseyent pour discuter, Ismaël, je crois qu'on peut trouver une solution. Il suffit de trouver un consensus. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a certaines zones au Mali, même si on dit, on déploie toute l'armée malienne dans cette zone-là pour organiser les élections, ça ne serait pas possible. Vraiment, ça ne serait pas possible. Donc, on fait comment? Mais les élections sont nécessaires parce que c'est le choix des citoyens. Voilà. Je me dis peut-être qu'on peut trouver un consensus. Parce que toujours aussi, dans les régimes d'exception, là, honnêtement, bon, on va où? Voilà. On va où? Comme on le dit, quoi. Moi, personnellement, je pense que j'interpelle la classe politique malienne, j'interpelle les autorités du moment, qui font vraiment du bon travail. Hein. Voilà. À s'asseoir, à discuter, à échanger pour voir. Voilà. Ils peuvent donner un exemple aussi à l'Afrique, hein, d'organisation des élections. Il y a des zones partiellement où il n'y a rien. On organise pour permettre à ces populations-là de s'exprimer. Et puis, bon, là où il y a problème, bon, on voit là-bas aussi qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec le temps. C'est ma proposition, hein, je ne dis pas que comme à dire. Sinon, dire qu'on va tel qu'on le connaît, la CENI est là, tout le monde, voilà, commission régionale, commission provinciale, commission communale. Bon, au Mali actuellement, je ne pense pas que ça soit possible, soyons réalistes. D'accord. Mais les hommes, c'est les hommes. Ils peuvent trouver solution à tout problème concret. Je dis bien problème concret. Voilà, merci bien. Merci bien, Ismaël Batoulou. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'organiser des élections au Mali vu le contexte sécuritaire? Merci bien pour la question. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, aujourd'hui, il va falloir que la population décide. Aujourd'hui, je remets la balle dans le camp de la population, des citoyens aujourd'hui. Est-ce que c'est avec les hommes politiques qu'on veut avancer? Ou bien c'est avec les militaires qu'on veut avancer? Qui des deux qui fera l'affaire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir se décider. C'est vrai que c'est le droit pour le citoyen d'aller élire son président. Mais à un moment donné, quand on s'en rend compte que ces hommes politiques ne peuvent pas faire l'affaire de la population, il faut se tourner vers les personnes qui peuvent faire l'affaire de la population. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso. Si le Burkina Faso décide aujourd'hui de faire des élections, vous et moi, nous savons tous que ce serait très compliqué. C'est la même chose qu'au Mali. Si c'est déjà compliqué au Burkina, il faut se dire déjà que c'est compliqué, que ce serait très compliqué au Mali, au regard même de la superficie du Mali aujourd'hui. Aujourd'hui, le Mali, s'il veut faire des élections, peut-être que c'est à Bamako. Voilà, peut-être que c'est à Bamako et dans d'autres villes du Mali qu'on pourra faire ces élections. Mais aujourd'hui, moi je trouve qu'au Mali, il n'est pas urgent d'aller aux élections. Il est encore très urgent de gérer la situation, l'aspect sécuritaire, que de gérer l'aspect élection aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, si on décide de faire des élections et que des populations se retrouvent voir ce droit-là privé, ils ne peuvent pas aller aux élections, tandis que d'autres font les élections, d'autres pendant les unes pour voter, mais on n'est pas dans deux pays, c'est un seul pays. Donc, si on s'en rend compte qu'on ne peut pas aller aux élections, alors il ne faut pas aller aux élections. Il faut se pencher sur l'aspect sécuritaire, finir avec l'aspect sécuritaire et maintenant se projeter maintenant pour les élections. Voilà, c'est ce que moi je pense.
Amadou Sandodiko, une minute, nous sommes à la fin du temps. Oui, c'est vrai. Là, je m'oppose aussi un peu à mon bout. Le tout sécuritaire n'existe pas. La sécurité à 100% n'existe pas. Quel que soit le pays. Même les pays les plus développés font face à l'insécurité. Donc, pour moi, il ne faut pas quand même trop aller évoquer l'aspect sécuritaire pour se dérober des élections. Moi, je pense personnellement que, et c'est comme je le dis, je le répète, on peut s'asseoir, trouver... Parce qu'il y a des zones aussi qui sont libres quand même, où le citoyen a besoin de cette redevabilité. Mais s'il n'y a pas de lieu, on fait comment? C'est centralisé, puisque actuellement nous sommes dans les États centralisés. Et l'expérience a montré que c'est le colon qui nous a amené cette centralisation. Et ça ne donne rien. Les résultats que nous avons connus de 60 à jusqu'à dans les années 80, 2000, là, bon, il faut essayer d'autres innovations. Donc pour moi, c'est par rapport à ça, je dis, bon, asseyons-nous, tentons quand même, on va discuter, tentons de voir qu'est-ce il y a lieu de faire. Parce que dans tous les cas, que ce soit les élections, que ce soit des régimes d'exception, c'est le peuple qui a le dernier mot. Moi, je pense bien. Et pour que le peuple ait son mot, il faut personnellement qu'on en discute. Puisque c'est la majorité qui doit primer sur la minorité. Donc, et ce choix-là, il faut le donner au peuple de le faire. Il faut leur donner cette occasion de le faire. Tu comprends? Sinon, on va aller si on dit on va attendre la sécurité terminée. Quand? Il y a ça aussi. Oui, monsieur Confé, non, loin de 30 secondes. Oui, 30 secondes. Vous voyez, Mombo l'a dit sur ce plateau, c'est le colon qui est venu avec l'histoire des centralisations. C'est le même colon qui est venu avec les élections. Alors aujourd'hui, on doit être capable de c'est vrai que c'est un droit. On doit voter. Mais quand on voit que ce droit-là va nous conduire encore dans la brousse ou bien reprendre comment on appelle ça, les rênes, c'est-à-dire cette dynamique qui était déjà enclenchée, on sera obligé de se replonger encore dans cette même dynamique-là. Moi, je trouve qu'il va falloir aujourd'hui se poser les questions réellement sur le politicien lui-même d'abord. Moi, ce n'est pas le politicien qui est mon problème. Mon problème sérieux ici, c'est des personnes qui vont venir qui ne pourront pas faire l'affaire et à un moment donné on va se retrouver comme si on était en 1944. Merci. Voilà. Merci. 5 secondes. S'il vous plaît, moi je dire que c'est le colon qui nous a amené les élections. Bon, les élections peut-être dans cette forme actuelle. Mais sinon moi par exemple dans l'émirat de Liptako, nous avons connu des élections pour élire l'émir. Ça c'est déjà dans les années 1920. Okay? Dans le Liptako, déjà on élisait l'émir par vote, par élection. Voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas des urnes, voilà, et c'était des élections démocratiques parce que chacun s'alignait derrière son candidat. Je vous remercie. Merci bien Ismaël et Amadou Sandodiko. Je l'ai dit Ismaël Bationo. Donc c'est avec ces propos de Amadou Sandodiko que nous allons clore notre débat d'aujourd'hui. Fidèles auditrices et auditeurs, le temps est arrivé à son terme. Je rappelle qu'au cours de cette émission, les sujets analysés ont porté sur la fin de fonction du Premier ministre et de son gouvernement. Ensuite, sur la portée du discours de l'ex-Premier ministre prononcé lors de la montée des couleurs, puis sur l'impact de la démolition des ralentisseurs sur la sécurité de la situation routière et enfin sur la libération des leaders politiques au Mali. Un merci à tous ceux qui nous suivent depuis par le truchement des plateformes numériques de la radio, notamment l'application Radio Kaoral téléchargeable sur Play Store. Un clin d'œil aussi à nos débatteurs qui nous suivent depuis leur grain de thé et surtout à nos débatteurs qui nous font l'honneur d'être présents sur le plateau également, à tous nos débatteurs qui nous suivent depuis leur position d'écoute. Nous pensons à Amer Sissé depuis Gorgagi et aussi tous ceux qui nous suivent du côté de Falagundu. À la présentation de l'agent, c'était Ismaël Confé. Devant le conseil technique, nous avions Mahmoud Diallo. Ne décrochez surtout pas Carré Vibration. C'est tout de suite avec Yannick Ledia sur la radio de la communauté. Chers auditeurs et auditeurs de Bané, Tepare, Ganoua, de la commune de Divo, nous vous portons dans nos cœurs et donnons nos rendez-vous le dimanche prochain pour une autre édition d'Actu Débat. Dieu voulant, car c'est lui tout plaisir à dessiner de tous et de tous.